Cette analyse de la rationalité est non cognitiviste, en un sens étroit. D'après elle, dire qu'une chose est rationnelle n'est pas l'affirmation vraie ou fausse d'un état de fait. Des traitements non cognitivistes du langage moral sont apparus spécifiquement en tant que solutions différentes chez Barnes, 1933, Ayer, 1936 et Stevenson, 1937. Plus tard, c'est la version de R qui s'imposa en 1952, 63 et 81. Mais cette limitation ne fait pas du langage normatif quelque chose de défectueux ou d'inférieur. Notre analyse explique pourquoi le langage normatif nous est indispensable et elle assignera peu à peu à la rationalité nombre de traits que soutiennent les théories de la réalité normative. Les jugements normatifs copient de multiples façons les jugements de fait, et d'ailleurs les jugements de fait eux-mêmes reposent sur certaines normes, des normes propres de notre manière de juger des choses. Parler de normes, c'est comme parler de faits, voilà ma thèse, et c'est tout aussi indispensable. Mon projet consiste en partie à comprendre la moralité, mais il vise aussi à quelque chose de plus ambitieux. La moralité, au sens étroit, fait partie de la vie normative au sens large. Des aspects très divers de la vie sont gouvernés par des normes. L'action et aussi la pensée et le sentiment. Dans une description complète de l'humanité, il faudra inclure une bonne théorie des normes et une théorie des mécanismes psychiques qui en permettent l'acceptation. On montrera l'interaction de ces mécanismes et on mettra en évidence leur fonction d'adaptation. Il nous faut cependant davantage qu'une théorie qui rende compte de nous d'un point de vue très extérieur en quelque sorte, comme faisant partie de la nature, car en vivant des vies gouvernées par des normes, nous avons besoin de comprendre ce que nous faisons, d'avoir une image de nous-mêmes qui nous guide. La façon dont nous voyons les normes doit s'accorder avec les meilleures explications naturalistes que nous ayons du caractère normatif de notre vie, et c'est là qu'apparaît l'utilité d'une analyse expressiviste. Notre expérience de la vie s'accomplit en termes normatifs par rapport à ce qu'il vaut mieux faire, penser, ressentir. Mon analyse intègre cette expérience de la vie à la perspective objective et scientifique. Elle dit ce que nous pouvons nous voir en train de faire lorsque nous nous engageons dans la réflexion et le débat sur les normes. Mon analyse ne vise pas à donner un critère de la rationalité. En ce sens, elle n'est pas substantielle. On peut l'accepter et n'avoir aucune idée de la manière dont on s'y prendra pour savoir quelles sont réellement les choses rationnelles. D'une certaine manière, c'est là une vertu. Car je ne me donne pas pour tâche de produire une conception de la nature réelle de la rationalité. Je veux plutôt saisir l'élément commun qui est en jeu dans un jugement de rationalité, même lorsqu'il y a désaccord sur la nature de la rationalité. Pour poser des questions de substance, il nous faut déjà savoir quelles sont ces questions. Notre analyse ne vaudra cependant que si elle nous aide dans notre questionnement sur les normes. Elle doit nous aider à dire quelles choses sont rationnelles ou irrationnelles, bonnes ou mauvaises. Dans ce livre, à vrai dire, je n'aborderai le contenu des questions normatives que de manière rapide et à un niveau d'abstraction, à un haut niveau d'abstraction. Mais j'ai quelque espoir de donner, quoique de manière indirecte, des indications sur le contenu. Mon analyse ne fournira pas de procédure mécanique qui toujours donne réponse aux questions normatives. Je doute même qu'elle nous conduise à concevoir ce qu'est la vie bonne de manière spectaculairement nouvelle. Mais elle devrait nous aider à comprendre les raisons des questionnements qui sont déjà les nôtres, lorsqu'ils sont raisonnables. Elle devrait nous aider à faire la différence entre les questionnements qui ont un sens et ceux qui n'en ont pas. J'espère en tout cas que si nous commençons avec une vision claire et plausible de ce que nous faisons, nous pourrons alors avancer, pas de façon automatique, mais en tout cas moins obscure. Avant tout, je l'espère, mon analyse nous aidera à comprendre pourquoi décider de la rationalité des actes et des sentiments est une question importante. Décider de ce qui est rationnel, c'est dans divers domaines décider des normes à accepter. L'enjeu de ce livre est de demander ce que cela implique. Nous pouvons décrire la vie humaine et ses normes comme faisant partie de la nature, mais cela pourrait nous laisser bien dépourvus quant à savoir comment entrer dans la vie normative. Mon premier pas dans cette direction est d'essayer de savoir de la manière la plus explicite ce que sont les questions normatives. Mon objectif final sera de pouvoir traiter les questions normatives en comprenant mieux en quoi consiste un tel traitement. Analyse substantielle. Dans le cadre de n'importe quelle analyse expressiviste, dire qu'une chose est rationnelle n'est pas au sens strict lui attribuer une propriété. C'est faire autre chose, c'est exprimer un état d'esprit. C'est donc, j'aimerais le suggérer, exprimer son acceptation des normes qui autorisent la chose en question. Un élément spécifiquement normatif intervient dans toute interrogation sur ce qu'il convient de faire, de penser, de ressentir. Et cet élément est à rechercher dans un état d'esprit spécifique. Voilà qui peut sembler pervers,
une analyse descriptive serait certainement meilleure. Je veux dire que si quelqu'un dit qu'une chose est rationnelle, le mieux serait d'entendre qu'il en donne une description, qu'il lui assigne une propriété. Nous pourrions alors évaluer ce qu'il veut dire et avoir des raisons claires pour juger si c'est vrai ou faux, tandis que dans le cas d'une analyse expressiviste, nous ne pouvons que réagir. Je répondrai en gros que toute analyse descriptive comme celle que je viens d'évoquer demeure problématique. Elle passe à côté de ce qui est essentiel lorsqu'on dit d'une chose qu'elle est rationnelle, car en employant ce terme, on cautionne la chose. Plus précisément, on constate que les analyses descriptives, même les meilleures, sont vouées à l'échec. Elles produisent en effet un ensemble de significations qui s'avèrent inadéquates à ce que vise fondamentalement le terme rationnel. La question de savoir ce que peut vouloir dire le fait de qualifier une chose rationnelle demeure problématique. Mais le problème peut être résolu si l'on fait intervenir la notion de caution. Ce n'est pas là quelque chose que je puis prouver de manière définitive. De nouvelles analyses de la rationalité peuvent se présenter et je n'ai pas de preuve générale qu'elles soient toutes vouées à l'échec. Les tentatives actuelles les plus prometteuses, malgré tout, échouent. Et si l'on tente de diagnostiquer les raisons de leur échec, il y a tout lieu de penser que les autres tentatives échoueront de même. Selon le diagnostic que je fais de leur échec, ce que les analyses descriptives manquent, c'est l'élément de caution inhérent à toute affirmation de rationalité. Cela seul, une analyse expressiviste pourra le saisir. Certaines analyses sont des analyses de contenu. Elles partent d'une théorie de ce qu'est la rationalité, puis disent que c'est là ce qu'on veut dire par rationnel. Elles prennent les caractéristiques qui contribuent à rendre quelque chose rationnel et font consister en celle-ci la signification du terme. Pour ce qui concerne l'action, la théorie de la rationalité la plus élaborée peut être appelée la théorie Hume-Ramsey. Elle est à présent devenue orthodoxe parmi les économistes et les théoriciens de la décision, et nous pourrions y avoir recours pour une analyse substantielle. L'élément humien ici réside dans une généralisation de la conception de la rationalité instrumentale à la totalité de la rationalité. Le contenu des fins ultimes de chacun ne peut être jugé rationnel ou irrationnel. La rationalité consiste à adopter dans un monde incertain des moyens appropriés à nos buts concrets, quels qu'ils soient. La rationalité instrumentale est donc ici définie comme la rationalité qui consiste à poursuivre des fins ultimes que l'on considère comme données. L'apport de Ramsey à cette conception réside dans une interprétation de la rationalité instrumentale comme étant une sorte de cohérence formelle des préférences et des actions. Les conditions de la cohérence sont, par exemple, que les préférences de chacun forment un ensemble ordonné et que chaque individu fasse toujours ce qu'il préfère le plus. En bref, selon la conception Hume-Ramsey, la rationalité n'exige rien de plus qu'une cohérence formelle des préférences, telle qu'elle puisse être exprimée par un ensemble d'axiomes. David Hume, 1739, pense que la raison, conçue au sens strict, ne produit que des croyances portant pour l'essentiel sur la cause et l'effet. Une action irrationnelle donc ne saurait être qu'une action fondée sur une croyance déraisonnable, ou comme Hume ajoute dans sa discussion des passions déraisonnables, qui choisit un moyen inadéquat à sa fin. La meilleure conception axiomatique de la rationalité dans la poursuite des buts a été développée par Ramsey, 1931. La théorie de Ramsey est d'abord passée inaperçue, mais Savage, 1954 et 1972, a élaboré une théorie voisine et qui eut beaucoup d'influence. Mon but ici n'est pas d'évaluer la capacité de la théorie Hume-Ramsey à rendre compte de la nature réelle d'un acte rationnel. Ma question est plutôt de savoir si l'on peut obtenir à partir des axiomes de Ramsey ou d'un système comparable d'axiomes la signification même du terme rationnel. Ces axiomes peuvent-ils en constituer au sens strict une définition ou une analyse? La réponse, je l'affirme, doit être négative et pour des raisons de même nature que celles que Moore avançait dans ses attaques contre les diverses définitions naturalistes du bien. Moore, 1903, semble avoir pensé qu'il avait un argument imparable pour démontrer que toutes les définitions de ce genre avaient pour origine un sophisme naturaliste. L'argument est en fait difficile à trouver. Voyez par exemple Frankena, 1939. Ce que je reprends, c'est son type d'attaque contre des exemples spécifiques que proposent les analyses naturalistes. Prenez d'abord la composante humienne. Qu'il n'y a de rationalité qu'instrumentale et que les fins intrinsèques de chacun, vouloir les choses qu'on veut pour elles-mêmes et pas pour ce qu'elles apportent, ne peuvent être par elles-mêmes irrationnelles. Selon Hume, la raison doit être l'esclave de ses préférences intrinsèques, quelles qu'elles soient.
Comme le disent les mots célèbres, il n'est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde entier à son égratignure à de mon doigt. Il n'est pas contraire à la raison que je choisisse de me ruiner complètement pour prévenir le plus petit malaise chez un Indien ou une personne complètement inconnue de moi. Il est aussi peu contraire à la raison de préférer à mon plus grand bien propre un bien reconnu moindre et d'aimer plus ardemment celui-ci que celui-là. Il n'est pas moins rationnel de rechercher la douleur que le plaisir, pas moins rationnel de rechercher la destruction que la coopération, et pas moins rationnel de consacrer sa vie à collectionner des capsules de bouteilles qu'à composer des symphonies, si telles sont vos préférences dernières. Certes, il y a là bien des choses discutables. Si cependant la thèse humienne s'élabore à partir de la signification même du mot rationnel, toutes les discussions sont closes en même temps qu'on a donné la signification du mot. Sur quoi peuvent-elles bien porter ? Peut-être porte-t-elle vraiment sur les mots et l'usage du terme. Il est vrai que ses détracteurs semblent reprocher à Hume la conception qu'il a du contenu de la rationalité. Ils semblent avancer leur solution à la question comment vivre. Or, l'enjeu pour Hume est peut-être bien dans les mots, car lui-même ne semble pas s'intéresser à ce qu'il vaut en dernière instance la peine d'être poursuivi comme fin ultime et préfère saper la question à la base. Ses adversaires, cependant, tentent d'établir des thèses qui définissent le contenu même de la rationalité. Ils prétendent qu'il y a des choses, l'achèvement par exemple, qu'il est rationnel pour quelqu'un de désirer, qu'on se trouve ou pas les désirer. Griffin parle souvent de l'achèvement, accomplishment, comme valeur première de prudence. Il énumère comme autre valeur de prudence la compréhension, la jouissance et les relations personnelles profondes, et des composantes de l'existence humaine comme l'autonomie et la liberté.